Je suis évidemment là toujours avec plaisir, ça permet de voir des vieux amis évriens et avec Cécile au fond de plus loin qu'Évry. C'est bien d'ailleurs, ça rappelle le SMEC et le SDEC chez Rajon de Boihu et comment ça finit, Jacques Guyard, de voir Évry et Bretigny réunis ici. Bien, d'abord juste pour qu'on cadre un petit peu les choses, je devrais partir à 21h30, donc voilà. Désolé de vous contraindre un tout petit peu, mais voilà. On ne peut pas rester très longtemps, enfin, ça nous laisse un peu le temps de discuter. Si certains techniciens dans la salle posent des questions simples auxquelles je suis capable de répondre, mon cher Jean, parce que j'en connais certains un peu spécialistes de la technique, on va faire assez court. La problématique du D est d'abord de manière générale la même problématique que l'ensemble des lignes RER Transilien d'Île-de-France. Elles subissent un retard considérable en matière d'entretien d'infrastructures, un sujet que tout le monde connaît mais qui n'est pas un petit sujet. De ce point de vue-là, je vais juste faire un petit rappel très rapide de la façon, je digresse tout de suite du RERD, mais c'est pour que chacun comprenne comment s'organise la question des transports en région Île-de-France. Tout le monde a le sentiment que la région s'occupe des transports. Voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien. Dans la pratique de gouvernance du transport, c'est pas tout à fait exact, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et donc je me permets juste tout de suite 5 minutes d'introduction pour rappeler comment s'organise la gouvernance des transports en Île-de-France, qui est dans sa complexité unique en Europe. Il y a bien, pour bien comprendre, je pense qu'il faut distinguer, retenez ça, c'est un peu caricatural, mais en même temps c'est assez simple, 4 blocs de compétences en Île-de-France qui exercent avec force une compétence transport. La région Île-de-France elle-même, où je suis donc le vice-président en charge de cette question. Elle aura le sentiment qu'elle fait tout en matière de transport. En réalité, son champ d'action est assez limité. Il se divise d'une certaine manière en 3 sujets majeurs. Le premier sujet majeur, principalement d'investissement, c'est le financement de ce qu'on appelle le contrat de plan État-région. Globalement, la région est l'un des outils animateurs et financeurs, en l'occurrence, des grands chantiers qui sont signés entre l'État et la région sur des périodes allant de 5 à 10 ans, avec de temps en temps des revoyures et des mises à jour. Et donc ça peut être des grands schémas, ça peut être des grands pôles de gare, ça peut être de grands travaux routiers, et puis ça peut être de grands travaux universitaires, sanitaires, etc., etc. Évidemment, la question des transports, il y en a beaucoup. Le deuxième grand sujet qui est porté par la région, c'est une partie, j'y reviendrai, du financement du syndicat des transports d'Île-de-France. On est quand même de l'ordre de 650 millions d'euros, c'est pas un truc tout à fait neutre. Mais enfin, c'est une somme d'argent considérable qu'on donne au STIF, et c'est après le STIF, j'y reviendrai, qui s'amuse à les dépenser. Je ne l'ai pas dit, mais enfin, la région Île-de-France, c'est à peu près 5 milliards de budget. Sur ces 5 milliards de budget, 2 milliards sont sur la question des transports. Donc c'est de très loin la compétence la plus importante exprimée à la région. Et puis le troisième sujet qui est à la région, peut-être celui que vous connaissez le moins, et pourtant, à mon sens, sans doute le plus essentiel et celui sur lequel la région n'a pas assez travaillé, le rôle de la région, c'est d'être un stratège en matière de mobilité. C'est pas forcément celui qui fait, mais c'est celui qui va être capable de dessiner la politique des mobilités dans les années qui viennent, et avec tous les partenaires que peuvent être la SGP, que peut être le STIF, mais que peuvent aussi être les partenaires privés. Je pense aux questions du fret, je pense au fluvial, je pense au fret ferroviaire, je pense à la voiture autonome demain, je pense à toutes les questions du fret routier. C'est un stratège qui doit construire les stratégies de demain. Vous l'avez vu sur des sujets comme par exemple le numérique, sur la question de l'open data, sur lesquels on s'est exprimé il y a quelques temps. Si je devais résumer, ce qui est assez frustrant, les compétences directes de la région s'arrêtent à là. Deuxième bloc important, le syndicat des transports d'Île-de-France, le fameux STIF. Celui en réalité auquel vous êtes, sans forcément toujours le savoir, confronté tous les jours. Le STIF, communément, parce que dans les statuts, dans la loi, son président est le président de la région, on a le sentiment de penser que c'est le bras armé de la région. Pas tout à fait vrai. Le syndicat des transports d'Île-de-France, dans son actionnariat, c'est 51% la région, 31% Paris, et ensuite ce sont les départements et l'État. Okay, donc on n'est plus tout seul. On a une capacité politique à gouverner la région, on est à l'échelle du syndicat des transports d'Île-de-France, déjà dans un établissement beaucoup plus large, qui nécessite évidemment des accords politiques, des stratégies partagées, avec des majorités qui ne sont peut-être pas toujours aussi tranchées que cela entre les différentes couleurs politiques. Si on devait synthétiser et caricaturer ce que fait le syndicat des transports d'Île-de-France, pour faire simple, c'est le transport du quotidien, c'est l'exploitation en matière de transport. Et l'exploitation en matière de transport par le STIF, elle s'exprime par 3 contrats. J'essaie d'être le plus simple possible et le plus synthétique. Un premier contrat avec la SNCF,
dans lequel on signe avec la SNCF un contrat financier de rémunération à l'opérateur SNCF, en contrepartie de quoi il nous doit des transports, le Transilien, le RER, etc., etc. Un deuxième contrat avec la RATP, sur la même base, sur le bus RATP en zone RATP, évidemment, sur le métro. Et un troisième contrat, en réalité ça en fait 120 à l'échelle de l'Île-de-France, ce sont tous les contrats de bus, tous les bus qui circulent en Île-de-France et qui ont contractualisé avec le syndicat des transports d'Île-de-France sur une période d'ailleurs qui se termine le 31 décembre prochain et que l'on appelle les contrats dits opt-in. En réalité, vous avez deux grandes zones de bus en Île-de-France. Vous avez la petite couronne qu'on appelle la zone RATP et au-delà de la petite couronne, vous avez une association qui s'appelle Optil qui regroupe tous les transporteurs privés dans laquelle, par exemple, pour ceux du secteur, vous allez retrouver TIS qui est partie prenante. D'accord? Donc, la région, le STIF, c'est l'exploitation. Comme c'est l'exploitation, c'est évidemment tous les droits de ligne, c'est les horaires de passage, c'est le financement de l'opérateur, c'est la tarification avec le pass Navigo, etc. C'est aussi quand même, c'est important, l'investissement sur le matériel. Forcément. On y reviendra tout à l'heure sur la dé. Nous avons un troisième bloc éminemment important, peut-être le plus essentiel. C'est SNCF Réseau. Je dis bien SNCF Réseau, pas la SNCF en général. La SNCF, c'est un grand groupe, typique, avec à l'intérieur différentes structures. SNCF Réseau, c'est ce qu'on a connu sous le nom d'RFF, cette grande boîte d'aménagement et de gestion d'infrastructures, endettée à hauteur de 50 milliards d'euros quand même, c'est pas une petite bagatelle, et qui est chargée d'entretenir notre réseau. D'accord ? La difficulté qu'on a avec SNCF Réseau, au sein de laquelle d'ailleurs je siège sur le conseil d'administration au titre du syndicat des transports d'Île-de-France, c'est qu'elle n'est pas pilotée par nous. Je suis une des 50 voix au conseil d'administration des SNCF Réseau, donc autant vous dire que je pèse que dalle, pour faire assez simple, puisqu'à côté de moi siègent aussi les autres régions de France sous un seul siège par l'association des régions de France, et que globalement, l'ensemble des régions de France représente donc 2 fauteuils sur une cinquantaine au conseil d'administration. On ne pèse pas beaucoup. Et pourtant, c'est là que se discute toute la question de la régénération du matériel et d'infrastructures. D'accord ? C'est là que l'on doit, normalement, et c'est important que vous ayez ces quelques chiffres en tête, que l'on devra flécher, normalement à compter de l'année prochaine, 800 millions d'euros d'investissement par an en Île-de-France de régénération d'infrastructures entre aujourd'hui et 2025. 800 millions par an. Pourquoi ? Parce que vous avez, on est arrivé au RERD par cette entrée-là, vous savez que nous payons très très cher en Île-de-France au développement des TGV en France. On l'a beaucoup dénoncé nous, ici, notamment sur la Ville Nouvelle, pendant des années. Depuis l'arrivée de Pépi et quelques rapports de la Cour des comptes, on nous a enfin officiellement donné raison. Nous avons, sur le dos du non-entretien de l'infrastructure en Île-de-France, payé le déploiement des lignes à grande vitesse à travers toute la France. Et aujourd'hui, ça nous coûte cher, avec énormément de retard. On a, puisque Cécile est là, on a des caténaires sur la ligne C par exemple, qui ont plus de 90 ans. J'ai aujourd'hui des pannes, n'imaginez pas ça, mais j'ai des pannes intramuros sur le RER C à l'intérieur de Paris, pour juste des poussières métalliques, de matériaux qui sont beaucoup trop vétustes. Voilà, et qui viennent évidemment sur des capteurs me bloquer des trains entiers. Voilà. Ce retard fait que la SNCF Réseau a investi moins de 300 millions d'euros d'entretien par an en région parisienne sur les 20 ou 30 dernières années. Ce retard est considérable. Et quand j'invite la SNCF Réseau à investir 800 millions d'euros sur la seule régénération, je le dis parce que pour celles et ceux qui lisent des magazines, vous pourriez entendre qu'SNCF Réseau annonce par exemple en Ile-de-France cette année 1,4 milliard d'investissements. C'est vrai, c'est 1,4 milliard d'investissements, il y a notamment 600 millions sur Éole en création de lignes nouvelles. Je parle bien de régénération. Sur la régénération, 800 millions. Si on réussissait à avoir ces 800 millions d'euros d'investissement par an, ayez une chose à l'esprit. Nous obtiendrions comme résultat, en 2020, un réseau qui fonctionnerait à peu près comme aujourd'hui. Pas mieux, hein, comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'ensemble des travaux que l'on ferait dans cet intervalle, vous ajoutez la dégradation d'un matériel ou d'une infrastructure qui est très abîmée, on rattraperait à peu près le niveau que l'on a aujourd'hui. Et en poursuivant à 800 millions d'investissements par an, on réussirait à atteindre une amélioration de l'infrastructure francilienne à compter de 2025 seulement. Vous voyez l'enjeu, la bagarre politique qui va avec. La SNCF Réseau s'était engagée à augmenter à 600 millions d'euros par an cette année, en réalité elle n'est qu'à 400. Elle s'était engagée auprès de la présidente à 800 millions l'année prochaine, on sait qu'elle est d'ores et déjà à 600. Ça veut dire qu'en plus, sur les chiffres hallucinants que je vous annonce, la SNCF Réseau, évidemment toujours endettée à 50 milliards, qui s'endette d'1,5 milliard par an en plus, va continuer inéluctablement à prendre en plus du retard.
C'est donc un troisième élément dont on ne parle pas beaucoup, mais vous comprendrez bien qu'on pourra acheter toutes les rames qu'on veut, on pourra faire tous les efforts qu'on veut nous du point de vue de la région. Si SNCF Réseau, gestionnaire de l'infrastructure, n'améliore pas l'infrastructure, il y a un moment où ça ne va pas marcher. Okay. Quatrième bloc de compétences important, et j'en finis par là, il est important d'avoir à l'esprit, puisque ce sera un des débats portés notamment par le ou les candidats de droite au cours de la présidentielle, c'est la Société du Grand Paris. Cette espèce de grand mastodonte qui a été créé via des financements particuliers, à travers des taxes que vous payez déjà d'ailleurs, pour financer la boucle du Grand Paris Express. Voilà, qui est un espèce de mastodonte qui dépense, qui construit 60 gares sur le Grand Paris Express, qui construit 200 km de métro automatique, dont quasiment plus de la moitié enterrés, avec des tunneliers qui vont, je vous le dis pour celles et ceux qui ont peur des bouchons, attendez-vous dans les 10 ans qui viennent en avoir encore plus, puisqu'on va avoir 60 gares en périphérie de Paris qui vont être en travaux, donc je vous laisse imaginer l'impact du seul débat sur les quais parisiens en ce moment que ça va avoir sur la circulation pour nous pendant des années, mais voilà. En tout cas, la Société du Grand Paris existe. La Société du Grand Paris investit sur le réseau, et c'est le syndicat des transports d'Île-de-France qui à la fin va exploiter, qui achète le matériel. Est-ce que j'ai été clair pour tout le monde? Voilà à peu près comment s'organise la compétence transport en Île-de-France. Vous voyez que c'est pas aussi simple que ça, et que c'est pas juste parce qu'on est à la région que d'un seul coup on a tous les leviers. Ça ne veut pas dire que je m'exonère tout de suite de mes responsabilités, c'est absolument pas le genre de la maison, au contraire. Mais c'est surtout que quand on identifie beaucoup mieux celles et ceux sur lesquels il faut aller actionner les leviers, ça permet de savoir où il faut se bagarrer. Par exemple, le sujet SNCF Réseau, on voit bien que ce n'est pas un sujet du tout de la région Île-de-France, que c'est bien un sujet de gouvernement et c'est bien un sujet de politique nationale. C'est une question de stratégie nationale sur le ferroviaire en général, c'est une question de stratégie nationale en matière d'investissement, c'est une question de stratégie nationale de l'État et de ce qu'il veut faire sur son réseau ferré dans une entreprise qui est complètement endettée et qui n'a pas suivi les modèles des voisins européens qui eux ont su se redresser et qui ont changé de modèle économique, avec des modèles européens qui, en Allemagne et en Angleterre par exemple, ne financent plus que l'investissement mais dans lequel l'État met de l'argent d'investissement dans les maisons mères, renvoyant aux seules collectivités et aux usagers le soin de payer le fonctionnement. Nous, on n'est pas du tout dans ces mécanismes-là, et donc évidemment, on a pris beaucoup de retard. Alors, introduction peut-être un peu longue, mais ça permet de comprendre aussi les difficultés qu'on peut avoir sur nos RER et sur le Transilien, et donc forcément par nature sur le RER. Alors,